Des enquêteurs sont sur la piste d'un dangereux criminel qui expédie des bombes par la poste, faisant ainsi 3 victimes. Ils ignorent si le tueur a préparé d'autres envois. En Californie, des experts déploient tout leur talent pour arrêter un terroriste qui s'attaque au ministère du Revenu américain et qui leur échappe depuis 5 ans. Heureusement, ces bombes n'ont pas encore fait de victimes. Les enquêteurs parviendront-ils à découvrir son identité? Sous les décombres, les terroristes laissent des cartes de visite que les spécialistes tentent de déchiffrer. Ils essaient ainsi de comprendre quand et comment ces criminels mettent le feu aux poudres. La peur est l'alliée la plus précieuse des terroristes qui, en général, se préoccupent peu de l'identité de leurs victimes. Ils frappent à n'importe quel moment et n'importe où. Et bien qu'ils préparent leurs crimes avec beaucoup de minutie, les résultats échappent souvent à leur planification. Les terroristes qui utilisent la bombe comme arme ont l'avantage de tuer à distance. Birmingham, en Alabama, aux États-Unis. 2 semaines avant Noël 1989, Helen Vance reçut un colis adressé à son mari, Robert. En rentrant dans la maison, après avoir travaillé dans son jardin, le juge Robert Vance aperçut le colis sur la table où son épouse était en train d'emballer des cadeaux. Croyant qu'il s'agissait de magazines dont il attendait la livraison, il coupa la ficelle et ouvrit la boîte. Il fut tué sur le coup. Lorsque les ambulanciers arrivèrent sur les lieux, ils s'occupèrent immédiatement de Helen Vance, qui se trouvait à proximité au moment de l'explosion. Elle avait temporairement perdu l'ouïe à cause de la détonation et le choc l'avait rendue muette. Des spécialistes furent dépêchés sur la scène. Ils recueillirent des clous qui s'étaient logés dans les murs et au plafond, des éclats de tuyaux d'acier ainsi que les restes du colis meurtrier. L'explosion avait projeté des éclats à 5800 km/h. Chaque fragment fut identifié et consigné. Seul un travail très méticuleux permettrait aux enquêteurs de mettre la main sur le tueur qui frappait à distance. Et ce tueur ne s'arrêta pas là. À Atlanta, à 250 km de Birmingham, et seulement 2 jours après le meurtre du juge Vance, un autre colis fut livré à la cour d'appel de district numéro 11. Il était adressé au bureau de l'administration. Une radiographie de routine révéla la présence d'une bombe tuyau. Saisis de panique, les agents de sécurité laissèrent tomber le colis par terre. Les autorités firent évacuer l'édifice immédiatement et alertèrent l'escouade antibombes. La bombe du colis d'Atlanta ressemblait en tout point à celle reçue par le juge Vance à Birmingham. Bien que cette dernière ait été conçue pour n'exploser qu'à l'ouverture du paquet, les spécialistes devaient faire preuve de vigilance. Les diverses manipulations et la chute du colis avaient peut-être rendu le dispositif instable. Les spécialistes portaient des vêtements en Kevlar de 5 cm d'épaisseur et pesant 35 kg.
Ces habits ne les protégeaient qu'à distance car le souffle de l'explosion pouvait littéralement les écraser. La première étape consistait à photographier et à radiographier la bombe afin d'en analyser les composantes. Les spécialistes furent soulagés de constater qu'il n'y avait pas de minuterie. Cela leur laisserait le temps nécessaire, c'est-à-dire quelques heures, pour désamorcer la bombe. Ils pourraient ainsi obtenir le plus grand nombre d'indices possible sur son auteur. Chaque étape était planifiée, chaque geste avait été répété maintes fois. Après chaque manœuvre, les spécialistes prenaient une pause pour aérer leurs lourds habits et adapter leur stratégie à la situation. Par précaution, on interdit tout le secteur autour de l'immeuble aux piétons et à la circulation. Pendant toute cette opération, les spécialistes travaillaient à main nue afin de s'assurer de la précision de leurs gestes. Ils déposèrent la bombe dans un récipient spécialement conçu qu'ils transportèrent jusqu'à une remorque blindée. Une escorte motorisée formait une aire de sécurité autour du véhicule. Le convoi emprunta une route secondaire jusqu'au terrain d'essai de la police, situé au dépotoir municipal. La bombe fut enfin désamorcée, mais ce nouvel envoi, seulement 2 jours plus tard, sous-entendait qu'un poseur de bombes en série était à l'œuvre. L'agent Brian Roback du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu fut assigné à cette enquête. Il faut se rappeler les cibles visées. Premièrement, un juge fédéral. Deuxièmement, les employés de la cour d'appel, dont le seul rapport avec le système judiciaire était administratif. Le poseur de bombes n'avait pas terminé sa besogne. Le 18 décembre, soit le jour où la bombe d'Atlanta fut désamorcée, l'avocat Robbie Robinson reçut un colis identique à Savannah, à 400 km de là. Tout comme le juge Vance, Robinson n'avait pas de raison d'hésiter à ouvrir ce paquet qui lui était envoyé si près de la fête de Noël. Quelques instants plus tard, il devenait la 2e victime du criminel. Les analystes dressèrent une carte des différents points d'impact de l'explosion afin d'évaluer l'importance de la bombe. Ils établirent un quadrillage et commencèrent la tâche fastidieuse de recueillir tous les indices. Lorsque les enquêteurs se rendent sur la scène d'un crime, ils cherchent des indices matériels. Dans le cas d'une explosion, ces indices se retrouvent partout, sur les murs, le sol, dans les meubles, sur le corps des victimes et sur leurs vêtements. Nous commençons par prendre des photos. Nous dressons ensuite un plan quadrillé afin de savoir exactement d'où provient chaque indice, ce qui nous permettra ensuite de faire la démonstration devant un jury. Nous nous sommes mis à 4 pattes et nous avons recueilli les indices. Nous les avons tamisés afin de trouver des composantes de la bombe à travers les débris. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'une bombe tuyau à l'intérieur d'une boîte en carton. Tel qu'on peut le voir sur la radiographie d'une des victimes, un des aspects les plus terribles de la bombe était le fait que des dizaines de clous avaient été placés à l'intérieur, ce qui rendait l'explosion encore plus meurtrière. Ces clous étaient identiques à ceux de la bombe du juge Vance, ainsi qu'à ceux du colis de la cour d'appel d'Atlanta. L'emballage, qui avait partiellement résisté à l'explosion et qu'on avait retrouvé dans la corbeille de Robinson, était également semblable à celui des autres colis.
La découverte de ces 3 bombes en 2 jours seulement forçait les enquêteurs à agir rapidement. L'agent Robach et son équipe multidisciplinaire tentaient de découvrir un lien entre les personnes ciblées. Pourquoi en voulait-on à cet avocat en particulier et à ce juge ainsi qu'à ce palais de justice? Les attaques semblaient viser plusieurs secteurs du système judiciaire. Si tel était le cas, il serait difficile de prévoir le prochain attentat du criminel et encore plus de l'arrêter. Il n'y avait aucun moyen de deviner qui serait la prochaine victime et il était fort probable que la bombe était déjà dans le courrier. Les experts du laboratoire judiciaire d'Atlanta analysèrent les clous, morceaux de tuyaux, fils électriques et restes du colis. Ils notèrent chaque détail. Toute marque, fragment de logo, d'emballage pouvait les mener à un fabricant ou un fournisseur et peut-être même un suspect. Malheureusement, les éléments qui n'avaient pas été détruits par l'explosion ne fournissaient pas d'informations valables. Le poseur de bombes poursuivit sur sa lancée meurtrière. Heureusement, Willie Dennis, elle, avait été trop occupée pour ouvrir son courrier le 18 décembre. Après avoir appris la nouvelle du décès de Robinson et été prévenue par ses confrères de se méfier de tout colis suspect, elle avait contacté son secrétaire et l'avait empêché d'ouvrir son courrier. Elle a ensuite téléphoné au bureau du shérif de Jacksonville et leur a demandé d'analyser un colis qu'elle trouvait suspect. Les spécialistes remarquèrent qu'il était identique au colis des autres explosions. Ils en firent photo et radiographie et constatèrent que leurs soupçons étaient justifiés. On voyait clairement sur les radiographies un dispositif de la même nature que dans les autres bombes. Les spécialistes savaient maintenant de quoi il s'agissait. Ils utilisèrent un mécanisme spécial pour empêcher la mise à feu. Le colis fut ouvert sans problème. Les spécialistes, toujours inquiets de l'éventualité d'une explosion, emportèrent la bombe dans un champ de tir. Là-bas, ils purent enfin l'analyser et la désamorcer. Il ne resta plus que les clous et le papier Kraft sur lequel étaient collées des étiquettes postales blanches et rouges. Comme la plupart des poseurs de bombes, le criminel avait mis plus de timbres que nécessaire afin d'être sûr que le colis soit livré. Cet envoi contenait également quelque chose d'inattendu. Un paquet de lettres haineuses dont une copie d'une lettre de menace envoyée à une chaîne de télévision de Jacksonville. Le cachet de la poste indiquait qu'elle avait été envoyée à partir d'un bureau de poste d'Atlanta, en Géorgie. Les preuves commençaient à s'accumuler. La teneur de ces lettres donnait à penser que le suspect était peut-être membre d'un groupe d'extrême droite. L'ATF forma une escouade spéciale pour déjouer le poseur de bombes. Terry Pelfrey, un spécialiste en explosifs du service d'enquête de Géorgie, fut convoqué à la réunion mensuelle du groupe. Mon rôle dans cette enquête était avant tout d'examiner les groupes d'extrême droite de Géorgie. Cela incluait le Ku Klux Klan, les membres de Nations Aryennes, les membres du mouvement de l'Église de l'identité chrétienne, ainsi que les skinheads. Nous avions des informateurs dans chacun de ces groupes. Certains de ces indicateurs avaient réussi à devenir dans ces groupes des grands dragons, c'est-à-dire des chefs du Ku Klux Klan.
Et il n'y avait eu aucune discussion au sein de ces groupes qui aurait laissé entendre la présence de suspects parmi eux. Lors de la réunion du 19 décembre, un agent de l'ATF fit état des ressemblances entre les différents incidents. Il fit circuler une photo de la bombe découverte à la cour d'appel et décrivit sa fabrication. La description éveilla l'attention de l'expert Lloyd Irwin de l'ATF. Cela lui rappelait une bombe qu'il avait vue en 1972. Bien qu'il en ait vu près de 3000 au cours de sa carrière, il avait le pressentiment qu'il s'agissait de l'œuvre du même homme. Dès que je l'ai vu, j'ai reconnu les caractéristiques de la bombe de 1972, notamment la présence de plaques carrées à chaque bout. Il n'y avait qu'un seul écrou, mais c'était la même technique. Irwin n'en avait pas revu de semblable depuis plus de 15 ans. Il dressa de mémoire un croquis de la bombe de 1972. On finit par savoir que même si un homme a changé sa technique, il travaillera à peu près de la même façon parce qu'il sait que cela a déjà fonctionné. Pourquoi changer sa méthode quand on sait qu'elle fonctionne? Il pourra la modifier, mais il y aura toujours des ressemblances avec ce qu'il a déjà fait. Pour Irwin, il ne faisait aucun doute que ces bombes-ci portaient la signature du poseur de bombes de 1972. Tout de suite après la réunion, il contacta le détective Oback. Lloyd Irwin m'a donc contacté au bureau pour m'aviser que durant toutes ces années où il avait été mêlé à ce type d'enquête, il n'avait vu qu'un seul autre mécanisme comme celui de cette bombe. Il m'a donné le nom de l'homme qui avait été accusé de la possession de cette bombe en 1972. Son nom était Walter Leroy Moody. Leroy Moody avait été reconnu coupable d'avoir fabriqué une bombe destinée à l'homme qui avait saisi sa voiture. Mais c'est l'épouse de Leroy, Hazel, qui avait été la victime de cette bombe. Après avoir ouvert le colis par inadvertance, elle avait subi de graves brûlures au visage. Leroy Moody fut envoyé en prison et Hazel divorça. L'ATF décida d'enquêter sur le suspect. Il y a plusieurs façons d'éliminer des suspects. Le mobile du crime, la présence confirmée ou non d'un suspect sur le secteur au moment du crime, etc. Cependant, même si nous parvenions ainsi à éliminer tous les autres suspects, ce n'était pas le cas avec Walter Leroy Moody. À ce stade-ci, la plupart des indices impliquant Moody étaient circonstanciels. Les enquêteurs devaient maintenant relier formellement les composantes des bombes au suspect. Ils firent appel au laboratoire judiciaire de l'ATF à Atlanta pour les aider dans cette affaire. L'analyse de la composition chimique des détonateurs et des amorces permit de remonter jusqu'à la compagnie qui les fabriquait. Heureusement, cette compagnie avait un réseau de distribution très limité dans le sud-est des États-Unis. Le fabricant leur fournit une liste des détaillants qui vendaient ces produits. Pendant ce temps, l'ATF releva d'autres similitudes entre la bombe de Moody de 1972 et les nouvelles bombes. On retrouvait dans toutes les bombes des boîtes en carton, des tuyaux de métal dotés de plaques carrées à chaque bout et d'une tige, des piles et une ampoule de lampe de poche. Les spécialistes recréèrent ces bombes et les mirent à feu afin de fournir le plus d'informations possible aux enquêteurs. Lorsque la poudre explosive qui se trouve à l'intérieur d'un tuyau est mise à feu, elle se transforme rapidement en un gaz. La pression qui en résulte est énorme. En un instant, le tuyau explose et propulse des fragments d'acier acérés et des clous dans toutes les directions à une vitesse meurtrière.
La personne qui avait fabriqué ces bombes avait tout mis en œuvre pour maximiser leur force destructrice. Elles avaient été fabriquées dans l'unique but de tuer. L'analyse des comportements du criminel laissait croire que c'était un homme de race blanche, vivant seul ou avec une autre personne, qu'il était discipliné, instruit, autonome, qu'il était méticuleux, mais lâche aussi. Il était sans doute convaincu que son emploi n'était pas à la hauteur de ses aptitudes. Les éléments de preuve étaient suffisants pour obtenir un mandat de perquisition. Le 8 février, les enquêteurs firent la fouille de la maison de Moody. Ils découvrirent des livres de droit et des transcriptions du procès de Moody de 1972. Nous avons découvert dans les transcriptions que certaines parties du texte avaient été soulignées, et c'est ce qui nous a permis de relier les indices des sites d'explosion à ceux découverts dans l'atelier de sa maison. Tout cela correspondait à 1972. Donc, en 1989, M. Moody se croyait plus rusé. Mais certains éléments qui ne se trouvaient pas sur les lieux suscitèrent encore plus de questions. Nous savions que Moody conservait ses livres d'école, puisqu'il avait gardé ses livres de droit. Cependant, nous n'avons pas retrouvé ses livres de chimie, et nous n'avons pas retrouvé les armes dont M. Moody était apparemment le propriétaire. Nous savions qu'il en avait, puisque nous avions découvert des munitions sur le siège avant de son camion. Où étaient donc ces armes? Suite à une information, les enquêteurs obtinrent un mandat pour fouiller le sous-sol d'une maison de Chambly, en Géorgie, où Moody louait un espace d'entreposage. Ils y découvrirent un tuyau doté de plaques vissées à chaque bout. On avait perforé des trous dans les plaques et on avait soudé un écrou à l'un des bouts. Il n'y manquait qu'une tige. L'un des enquêteurs sur les lieux était l'agent David Heitch. Dès le début, les agents de l'ATF sont entraînés à identifier les dispositifs explosifs amateurs et le plus commun de ces dispositifs aux États-Unis est la bombe tuyau. Lorsqu'on tombe sur un tuyau avec des plaques qui sont fixées, nous concluons automatiquement que nous avons découvert une bombe tuyau potentielle. Heitch remit le tuyau au chimiste Lloyd Irwin, celui-là même qui soupçonnait Leroy Moody depuis le début. Irwin examina le tuyau à la recherche de résidus explosifs. Son analyse ne révéla que des traces de rouille. La recherche d'indices mena les détectives à aller voir les détaillants qui vendaient les amorces utilisées dans les bombes. Ils se rendirent chez un détaillant d'armes du nom de Shooting Iron à Griffin, en Géorgie. Un employé se souvenait avoir vendu un baril de 2 kilos de poudre explosive de marque Red Dot et 4000 amorces en décembre 1989. L'importance de la commande l'avait surpris. On avait utilisé 3200 amorces pour fabriquer les bombes de décembre et elles étaient bien remplies de poudre Red Dot. On montra plusieurs photos de suspects ou commis qui reconnurent Moody. Les enquêteurs pressentaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Le 10 juillet 1990, Leroy Moody fut arrêté et mis en prison. La police arrêta également son épouse, Susan, pour complicité, mais elle fut remise en liberté sous caution. Mais quel était son motif? Leroy Moody était connu pour ses requêtes extravagantes auprès de la justice. La plupart du temps, ses causes étaient ignorées par la Cour. Il voulait devenir avocat afin d'améliorer le système juridique qu'il critiquait sévèrement. Mais on lui avait refusé l'accès à l'examen du barreau suite à son inculpation en 1972 pour la fabrication de la bombe qui avait blessé sa première épouse.
Lorsque la Cour avait refusé de changer son verdict, Moody avait juré de se venger du système judiciaire. Il avait commencé par s'attaquer au juge Robert Vance parce que ce dernier avait rejeté son appel. Moody fut arrêté grâce à un minutieux travail de détective, à l'apport des sciences judiciaires, mais aussi grâce à la mémoire du chimiste Lloyd Irwin. L'ATF possède un système informatique qui permet de relier les diverses composantes d'une bombe. Ce système nous est très précieux. Ce qu'il peut faire est étonnant. Nous pouvons y entrer les composantes d'un dispositif et il nous indiquera si un dispositif du même type a déjà été fabriqué. Dans ce cas-ci, Lloyd a vaincu l'ordinateur. Il n'y a pas de substitut pour l'expérience de quelqu'un comme Lloyd. Le système judiciaire que Leroy Moody critiquait fut cependant assez efficace pour le faire inculper. En juin 1991, le jury le condamna à 7 peines de prison à perpétuité, en plus d'une peine de 400 ans qui fut par la suite modifiée en peine de mort. Moody utilisait la poste américaine pour faire livrer ses bombes à des personnes précises, mais il n'en est pas de même pour la plupart des terroristes qui frappent souvent au hasard. On a présumé que l'explosion d'Oklahoma visait le gouvernement. Mais dans la destruction de l'immeuble, 168 personnes trouvèrent la mort. Lorsqu'un terroriste prend comme cible les bureaux du gouvernement, on ne peut prévoir comment et quand il attaquera. Dans la nuit du 22 février 1990, les pompiers de Los Angeles reçurent un appel de routine par lequel on les alertait qu'un pick-up était en feu tout près de la caserne. Ils découvrirent par la suite qu'il ne s'agissait pas d'un feu ordinaire. Le pick-up était garé devant un immeuble à bureaux et contenait 5 barils ainsi qu'une grande quantité de tuyaux, tous dirigés vers l'immeuble. Les tuyaux étaient en fait des mortiers improvisés destinés à projeter des bombes tuyaux. Certaines avaient déjà été projetées. Afin d'empêcher que les barils n'explosent, les pompiers les arrosèrent avec un jet d'eau à basse pression pour les refroidir avant d'éteindre le feu. On fit ensuite appel aux spécialistes en explosifs. L'escouade antibombe du service de police de Los Angeles arriva d'urgence. Pendant que les spécialistes revêtaient leur tenue spéciale, les pompiers leur firent un rapport de leur découverte. Le détective Joe Powell comprit tout de suite que les pompiers venaient d'éviter une catastrophe. Les pompiers m'ont dit que les barils étaient chauffés à blanc et qu'ils avaient éteint le feu avec leurs boyaux habituels. Les pompiers ont eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de détonation au moment de cette opération. La principale préoccupation de Powell était de s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres bombes ou d'autres pièges. Il inspecta le 5e étage de l'immeuble où des fenêtres avaient été brisées par le tir des mortiers. Les bombes s'étaient logées dans les bureaux de l'impôt situés au 5e étage. Heureusement, les dommages étaient minimes. Accompagné de son adjoint, il s'approcha ensuite prudemment du véhicule. Il leur fallait découvrir s'il était piégé. Leur priorité était d'abord d'assurer la sécurité publique. Une fois le secteur évacué, nous avons prélevé des échantillons de chaque baril. Nous les avons d'abord visuellement examinés, puis expédiés au laboratoire pour déterminer leur composition chimique. Les tests établirent que la substance à l'intérieur des barils était de l'ampho, un mélange très instable composé de nitrate d'ammonium et de diesel. Le véhicule contenait plus de 800 litres d'ampho. Afin de déterminer la puissance d'une telle quantité de matière explosive, la police de Los Angeles effectua des tests dans le désert de Californie.
La destruction du véhicule avait été totale. Les débris jonchaient le sol. Tout était méconnaissable. Si le même scénario s'était produit dans une ville, la destruction aurait été catastrophique, selon l'agent Nick Boone du FBI. Cela équivaut à 700 kilos de TNT. C'est un explosif puissant. L'explosion se serait produite dans toutes les directions et aurait causé beaucoup de dégâts sur plusieurs pâtés de maison. Et cette explosion aurait été encore plus dévastatrice si le pick-up avait été garé dans un parking souterrain. L'effet aurait été aussi catastrophique qu'à Oklahoma City. Fait étonnant, ce même parking avait été le théâtre d'un acte de terrorisme 2 ans plus tôt. Là aussi, on avait empêché l'explosion de peu. En septembre 1988, le parking de l'immeuble du ministère du Revenu avait en effet été la cible d'un poseur de bombes. Le détective Powell et l'escouade anti-bombes avaient désamorcé des bombes dans une Toyota 1971 à cette même adresse. Le véhicule contenait un réservoir rempli d'infos. Il y avait aussi un piège sous l'essieu arrière de la voiture. Si on la déplaçait, l'incendie se déclenchait. Le coffre arrière du véhicule était également rempli de bombes tuyaux. L'escouade anti-bombe découvrit que les bidons d'essence et les bouteilles de détergent posées sur la banquette arrière contenaient de l'ammoniac et de l'eau de javel. Ils étaient destinés à remplir l'endroit d'une fumée toxique. Les bombes furent désamorcées sans mal. Selon un rapport de police, la voiture avait été volée dans le parking de la Ford Aerospace, mais la piste ne menait pas plus loin. Mais cette situation allait changer. 6 mois plus tard, la société électrique qui desservait le secteur fit la découverte de 4 bombes fixées sur des pylônes à haut voltage derrière le même immeuble. Les bombes explosèrent, causant des dommages mineurs. Mais cet immeuble n'était pas la seule cible du terroriste. Les bombes sur le pylône ressemblaient à une autre bombe découverte 8 mois plus tôt, à 80 km de là. Une minuterie et un baril rempli d'infos avaient été fixés à la base d'un pylône qui desservait un autre immeuble du ministère du Revenu, celui-là à Laguna Niguel, en Californie. L'escouade anti-bombe parvint à la désamorcer. Le lien entre les explosions était évident. Ces attaques répétées, en plus d'autres explosions d'immeubles qui remontaient à 1986, forcèrent la police à former une escouade tactique antiterrorisme composée de plusieurs agences gouvernementales. On détermina alors que les circuits de toutes les bombes étaient identiques. L'agent spécial du FBI Frank Buckty travaillait au sein de cette escouade. Tous les dispositifs explosifs, en particulier ceux des poseurs de bombes en série, ont une signature ou un type de fabrication qui est propre aux poseurs de bombes. Lors d'une série d'explosions inexpliquées, si nous examinons la façon dont les bombes sont fabriquées, il sera assez facile de déterminer s'il s'agit du travail de la même personne en se basant sur la façon dont la bombe est assemblée. En plus de leur fabrication similaire, toutes les bombes avaient pour cible le ministère du Revenu. Nous avons enquêté dans plusieurs directions à la fois. Il s'agissait de découvrir s'il y avait eu d'autres explosions identiques dans le même secteur et s'il y avait des suspects. Nous avons également enquêté auprès des organisations antigouvernementales, parce que ce type de groupe était plus enclin à s'en prendre aux immeubles du ministère du Revenu. Un indice arriva par le courrier. Il s'agissait de lettres envoyées à un journal ainsi qu'au ministère du Revenu par un groupe contre les impôts qui revendiquait la responsabilité de la bombe du pick-up ainsi que celle de la voiture de 1988. Boone était convaincu de leur authenticité parce qu'elles contenaient des informations au sujet des bombes qui n'avaient jamais été dévoilées publiquement. Les enveloppes avaient été adressées à la main, ce qui fournissait aux enquêteurs un échantillon d'écriture, mais ils ne pouvaient pas encore la comparer à une autre. Un autre indice souleva des questions.
Il s'agissait d'une montre à affichage numérique utilisée comme minuterie. Les enquêteurs croyaient que l'homme tentait ainsi de faire étalage de ses connaissances techniques, mais il échoua puisque la sonnerie de la montre n'avait pas été réglée correctement et le dispositif n'avait pas explosé comme prévu. Les circuits de la bombe fournissaient cependant de précieux indices. Plusieurs composantes étaient fabriquées exclusivement pour l'armée et n'étaient pas disponibles sur le marché. Cela indiquait que le terroriste avait des entrées dans l'industrie de la haute technologie. La voiture utilisée lors de l'explosion dans le parking souterrain en 1988, qui avait été volée à la Ford Aerospace, fournissait une piste à Bob Nelson de la police de Los Angeles. Nous avons appris plus tard, pendant l'enquête, alors que nous analysions les composantes, que certains fils et composantes électroniques provenaient directement de la Ford Aerospace. Nous ne savions cependant pas à quelle époque l'usine avait utilisé ces composantes. Il n'y avait aucune façon de savoir si ces pièces étaient toujours en circulation ou non. Nelson et Boone étaient convaincus que l'homme travaillait ou avait travaillé pour la Ford Aerospace. Mais cette société compte des milliers d'employés. Les détectives ignoraient comment cibler leurs recherches. Heureusement, grâce à la rapidité d'action des pompiers de Los Angeles, un indice crucial avait été sauvé. Le numéro de série du pick-up de l'explosion de 1990 permit de retracer les derniers propriétaires du véhicule. Monsieur et Madame Orozco l'avaient vendu pour la somme de $500 en décembre 1989. Selon Monsieur Orozco, l'acheteur parlait peu et n'avait posé que quelques questions. Il semblait pressé de partir. Il ne négocia pas le prix et paya comptant. Il signa le formulaire sous le nom de James T. Harmon. Les policiers savaient que Harmon était leur homme. Mais à quoi ressemblait-il? Un artiste légiste muni d'un identikit rencontra les Orozco afin de créer un portrait composite. L'identikit permet de superposer le nez, les yeux et autres caractéristiques faciales. L'artiste créa une image du suspect à partir des souvenirs des témoins. Une vérification des dossiers du FBI, de l'ATF et de la police de Los Angeles ne révéla rien de concluant. Pendant ce temps, le terroriste frappait à nouveau. Le matin du 31 mars 1991, le parking et le toit du bureau du ministère du Revenu de Fresno, en Californie, furent le théâtre d'un tir de mortier. Heureusement, personne ne fut blessé. Les 13 missiles avaient été lancés à partir d'un terrain vague où les enquêteurs découvrirent rallonges électriques et filages ainsi que des pages de journaux chiffonnés probablement utilisés comme emballage. Ils découvrirent également le dispositif d'une montre à affichage numérique ainsi que des circuits provenant de l'industrie aérospatiale. L'agent Boone et le détective Nelson étaient convaincus qu'ils avaient affaire au même homme et qu'ils étaient sur le point de découvrir son identité. J'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu plusieurs de nos composantes et j'ai su que c'était le même terroriste. Mais cette fois-ci, il avait commis l'erreur qui ferait avancer notre enquête. Une de ces composantes était une sorte de dissipateur de chaleur. Il s'agit d'une pièce de métal qui disperse tout simplement la chaleur. Cette pièce spécialisée était sans doute fabriquée par la Ford Aerospace. Boone devait trouver plus d'informations, mais toutes les personnes de l'usine n'étaient-elles pas des suspects potentiels? Les ingénieurs de la direction ne lui apportèrent pas les réponses espérées.
Il prit alors le risque de montrer la pièce à l'ingénieur responsable de l'assemblage. Il a pris un couloir, puis un autre. Il a ensuite ouvert une boîte et m'a tendu une pièce identique. Je ne peux vous dire comment je me suis senti à ce moment-là. Ce fut le moment le plus excitant de l'enquête. J'ai également pris conscience que je me tenais là, la pièce entre les mains, et que le terroriste était peut-être là, à quelques pas, à la chaîne d'assemblage, ou que c'était l'un des ingénieurs de l'autre côté du couloir. Nous avons quitté l'endroit le plus rapidement possible. Les numéros de série des pièces avaient été limés, mais les composantes portaient une marque de peinture rouge. Cela signifiait qu'elles avaient un défaut de fabrication et qu'elles avaient été mises de côté, ce qui réduisait considérablement le champ des recherches. Seulement 84 de ces pièces avaient été fabriquées. 9 d'entre elles avaient été retirées de la chaîne de fabrication. Donc, nous avions 4 pièces sur 9 dans le monde entier. Les enquêteurs montrèrent le portrait composite au directeur du laboratoire des normes de qualité, d'où provenait le dissipateur de chaleur. Ce dernier ne reconnut pas le visage et déclara ne pas connaître non plus de James Harmon. Qui était cet homme? Les détectives savaient qu'ils étaient sur la bonne voie, mais ils ignoraient toujours l'identité du terroriste. Prévoyait-il une autre attaque? Allait-il frapper bientôt? L'agent Boone et le détective Nelson poursuivaient leur enquête lorsque le directeur du laboratoire les contacta. Après y avoir réfléchi, il lui semblait reconnaître le visage du composite. Il ressemblait à un ingénieur d'un des laboratoires, un homme du nom de Dean Harvey Hicks. Les enquêteurs retournèrent d'urgence à la Ford Aerospace. Le bureau de Hicks était couvert de caricatures anti-impôts. Son dossier d'employé contenait des échantillons d'écriture qui correspondaient bien à l'écriture sur les enveloppes des lettres qui revendiquaient les attentats. Nous étions à cette étape de l'enquête où Nick Boone et moi-même sommes revenus à la Ford Aerospace et nous avons examiné le dossier d'employé et comparé la photo ainsi que l'écriture. C'est à ce moment-là que nous avons compris que Dean Harvey Hicks était notre suspect. Les agents découvrirent par la suite que le 17 janvier 1990, un homme du nom de James T. Harmon avait acheté à la coopérative agricole d'Orange County 320 kilos d'engrais à base de nitrate d'ammonium, l'ingrédient principal de l'ANFO. James T. Harmon était le nom qui apparaissait aussi sur le formulaire d'achat du pick-up utilisé lors de l'explosion de 1990. L'écriture sur le reçu correspondait bien, elle aussi, à celle de Hicks. On retrouva également des échantillons d'écriture sur le lieu des explosions de Fresno, ce qui prouvait à nouveau la présence de Hicks. Il s'était servi de papier journal pour mesurer la distance de tir de ses mortiers. Telle force donnée projetterait à telle distance. Il avait noté tout ça et il s'est ensuite servi de ce papier pour emballer le dispositif qu'il a utilisé à Fresno. Nous avions recueilli cet élément. Nous l'avons défroissé et nous avons pu analyser les chiffres. Nous avons même pu confirmer qu'il s'agissait bien de la même écriture. L'agent Boone et le détective Nelson compilaient les indices incriminants. Hicks s'était absenté de son lieu de travail chaque fois qu'une bombe avait été installée. Il avait accès à tous les éléments qui provenaient de la Ford Aerospace et sa description correspondait à l'homme qui avait acheté le pick-up en 1990. Son écriture correspondait à celle des lettres de revendication des attentats. Les détectives ignoraient cependant s'il agissait seul ou non. Avant de l'arrêter, ils le firent surveiller. Nous l'avons fait surveiller en attendant d'obtenir des mandats de perquisition et d'arrestation. Et nous avons enquêté sur son passé pour découvrir s'il avait été déjà impliqué avec d'autres gens. Nous savions qu'il était le type de criminel qui chercherait peut-être à fabriquer de nouveaux dispositifs. Nous avons donc décidé de procéder à son arrestation le lendemain.
Hicks fut arrêté le 11 juillet 1991. Il fut conduit à une chambre d'hôtel pour y être interrogé. Il commença à livrer des informations relatives aux explosions. Il appréciait en particulier répondre aux questions techniques que les enquêteurs n'avaient pas pu résoudre. À la fin de l'interrogatoire, Dean Hicks avait tout avoué et décrit avec force détail comment il avait fabriqué et livré la plupart de ces bombes. Il avait oublié des détails de certaines bombes parce que cela s'était produit depuis trop longtemps, mais il nous a donné beaucoup de détails sur les explosions plus récentes. Comment il avait assemblé et construit les bombes et comment il les avait installées sur les sites. Mais aussi intelligents que Hicks ait pu l'être, les enquêteurs Nick Boone et Bob Nelson parvinrent tout de même à le faire arrêter et condamner. Il fut poursuivi sous 4 chefs d'accusation pour avoir utilisé des dispositifs destructifs à l'endroit de bureaux fédéraux. Le jury le condamna à une peine de 20 ans de prison. Il fut également condamné à verser la somme de 335 000 $ au ministère du Revenu. Les crimes de Dean Harvey Hicks et de Leroy Moody ressemblaient à des actes politiques, mais ils n'étaient en fait que des vendettas personnels. Comme tout acte de terrorisme, les actions insensées de ces hommes désespérés n'ont servi à rien. Bien que le terrorisme suscite la fascination du public, il n'en reste pas moins que c'est un crime, au même titre que les autres crimes. Heureusement, leurs auteurs laissent toujours quelques indices. Chaque nouvelle enquête permet aux détectives et aux spécialistes de développer de nouvelles armes pour retrouver ces dangereux criminels.